Je le rappelle, les histoires de ce soir, c'est les histoires des abonnés. Vous pouvez me les envoyer déjà en MP ou par mail si vous voulez. Mais les frérots qui nous ont envoyé les histoires, je suis de tout cœur avec vous, ok? Je vous balance tout ça. Allez, histoire des abonnés, première. C'est parti. J'ai 22 ans, je suis à l'université et à ce moment-là, ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais avec elle. Au début, tout me paraissait simple. J'étais impliqué, présent, prêt à l'aider dès qu'elle en avait besoin. Très vite, elle a commencé à me demander des coups de main pour ses recherches. Elle galérait avec certains outils, notamment l'IA. Sans réfléchir, je lui ai donné accès à mes comptes ChatGPT. Ça me semblait normal et j'avais envie de lui faciliter les choses. Je me posais pas de questions. Avec le temps, j'ai commencé à sentir un déséquilibre. J'avais l'impression de donner beaucoup, de faire des efforts constants pour que ça fonctionne et en face, je recevais rien du tout. Pas de reconnaissance, pas d'attention, mais je restais parce que je l'aimais, parce que je pensais que ça finirait par s'équilibrer. Je faisais tout ce qu'elle voulait sans vraiment me demander si c'était juste pour moi. Un week-end, je l'ai invitée chez moi. J'avais prévu quelque chose de simple, juste du temps ensemble. Elle est jamais venue. Pas d'explication claire, juste un vide, et c'était pas la première fois. Ça commençait à devenir habituel, et quelques jours plus tard, j'étais en train de réviser, j'utilisais mon compte ChatGPT, puis j'ai atteint la limite gratuite. Alors j'ai changé de compte. Sans y penser, j'ai ouvert celui que je lui avais donné. Au départ, je voulais juste continuer à travailler, mais quelque chose m'a retenu. Une sensation étrange comme si je devais regarder. J'avais jamais fouillé, j'avais jamais ressenti le besoin de fouiller, mais cette fois, j'ai cliqué sur l'historique et j'ai commencé à lire. Une première requête. Elle demandait de créer un prénom pour un futur enfant en mélangeant son prénom avec celui d'un autre. Un prénom que je connaissais pas, Alan. Je suis resté figé quelques secondes, j'ai continué. Les recherches s'enchaînaient, de plus en plus précises, de plus en plus personnelles. Je suis tombé sur une autre demande. Elle cherchait des mots à dire à son copain pendant le sexe. Ah. Et c'était pas moi, son copain. Tout pointait vers lui. Ce même prénom revenait encore et encore. À ce moment-là, tout s'est arrêté autour de moi. Je relisais les phrases, incapable de vraiment les assimiler, comme si mon cerveau refusait d'accepter ce que je voyais. Je pensais à tout ce que j'avais fait, à l'énergie que j'avais mise dans cette relation, à ma manière d'avoir toujours essayé d'arranger les choses, de rester ouvert, de comprendre. Et en face, il y avait ça, une autre histoire, construite en parallèle, sans même qu'elle prenne le temps de mettre fin à la nôtre. Je me suis senti vidé. Pas juste triste, pas juste en colère, mais trahi profondément. Comme si tout ce que j'avais cru vivre n'avait vraiment jamais existé. Oh mon frère, découvrir que ta copine te trompe avec ChatGPT, là ça fait mal, hein. Un soldat tombé au combat, mis à terre par ChatGPT. On peut insulter la meuf pour notre frère ou pas? Allez-y, vas-y, allez-y, je vous laisse un laisser-passer. Sale mauvaise personne, voilà, crasseuse, voilà. Grosse folle. J'ai demandé au ChatGPT des mots salaces, il m'a dit ça. J'ai envie de toi. Tu me rends fou, folle. Continue, j'adore ça. Ne t'arrête pas, viens plus près. J'aime quand tu me regardes comme ça, tu es incroyable. J'adore quand tu me touches. Ok, oula. Et l'essentiel, ChatGPT, non, hein? Ok, je vous raconte la prochaine, hein. C'est l'histoire qui m'a donné envie de raconter des histoires des abonnés. Alors, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais toutes les histoires, je les ai faites réécrire à l'aide de ChatGPT parce que tout le monde ne sait pas bien écrire, il y a des gens qui sont dyslexiques, etc. Donc du coup, je préfère utiliser ChatGPT pour retranscrire l'histoire, mais elle n'a pas été modifiée, elle a été juste remaniée, quoi. Ok, je reprends mon air sérieux parce que là, cette histoire, elle va faire mal. Ça faisait presque 7 ans qu'on était ensemble. Quand j'y repense, tout s'est installé doucement. Pas d'explosion, pas de rupture nette, juste quelque chose qui s'effilochait jour après jour sans que je veuille vraiment le voir. On vivait ensemble depuis 6 ans. Notre enfant était arrivé brutalement dans nos vies sans prévenir, comme un choc qu'on avait décidé d'assumer à deux. Et malgré tout, on avait tenu. On avait même lancé un projet de maison. Je me disais que c'était ça, avancer. Construire au sens propre comme au figuré. Puis il a changé. Au début, c'était subtil. Un regard en moins, une réponse plus sèche, une distance que j'arrivais pas à nommer. J'ai mis ça sur le stress. Faire construire, c'est lourd, ça use. C'est ce que je me répétais pour tenir. Et ça s'est jamais arrangé. Il est devenu froid, presque absent, et parfois carrément blessant, comme si j'étais devenu un poids qui supportait sans vraiment le cacher. À Noël, j'ai compris que quelque chose s'était vraiment brisé. Je lui avais offert un cadeau. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de réfléchi, choisi pour lui, et il l'a même pas ouvert. Il l'a laissé là, posé, comme si ça n'avait aucune importance. Je me souviens du silence, de la gêne, de la douleur qui montait sans que je puisse la contenir. Quelques jours plus tard, je lui ai écrit. J'arrivais plus à faire semblant, je lui ai demandé pourquoi il était comme ça, s'il restait quelque chose entre nous, et s'il fallait que j'espère ou que je commence à lâcher. Il a pas répondu. Pas le lendemain, pas la semaine suivante. 4 mois. 4 mois? Comment ça, 4 mois? Moi, écoutez-moi bien, hein. Moi j'envoie un message. Tu me réponds pas dans les 3 jours? C'est ciao. Après, on sait pas, hein. Peut-être il était sous la douche, il a pas vu le message. Ah putain, ça a pas précisé. Pardon, je le dis parce que ça a mal été réécrit. Le gars est tétraplégique. 4 mois à vivre avec quelqu'un qui refusait même de mettre des mots sur ce qui se passait. 4 mois à douter, à attendre et à m'accrocher à presque rien. Et un jour, il m'a enfin répondu. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus, que ça faisait déjà un moment, qu'il avait rien dit plus tôt à cause de notre situation. Je me suis senti tomber, comme si tout ce que j'avais construit s'effondrait d'un coup sans prévenir. Je pensais avoir touché le fond, je me trompais. Une semaine plus tard, j'ai pris son téléphone. Je sais même pas
exactement ce qui m'a poussé à le faire, un instinct, un pressentiment que j'avais ignoré trop longtemps. Il avait 2 auxiliaires de vie, chacune 3 jours par semaine. Avec l'une d'elles, il y avait quelque chose qui m'avait toujours dérangé, une proximité étrange, des regards, des silences, et je m'étais forcé de pas y penser. J'avais rien trouvé de concret. Cette fois, j'ai cherché autrement. Je ne voyais aucune conversation avec elle, ce qui n'avait aucun sens. Il leur envoyait des consignes toutes les semaines, c'était impossible qu'il y ait aucune trace. Alors j'ai tapé son prénom dans la barre de recherche. Et là, les mots sont apparus. Je t'aime. Le reste a suivi. Il avait masqué leur conversation derrière un code, mais les messages ressortaient quand même avec les mots-clés. Mon cœur battait trop vite, j'avais du mal à respirer, et je savais déjà au fond, mais le voir, c'était autre chose. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme, je lui ai pris son ordinateur. Je me souviens plus exactement ce que j'espérais trouver. Peut-être une explication, peut-être une erreur, mais il n'y en avait pas. Leur relation durait depuis plus d'1 mois avant qu'il me quitte. Ils avaient couché ensemble, dans notre lit. Les messages défilaient sous mes yeux, des mots crus, intimes, des phrases qu'il n'avait jamais dites avec moi. Et parfois, il parlait de moi comme d'un problème, comme d'un obstacle. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas juste de la tristesse, quelque chose de plus profond, comme si tout ce que j'avais été dans cette relation n'avait jamais compté. J'avais été loyale, droite, présente, et pourtant j'étais devenue celle qu'on trompe, celle qu'on remplace, celle dont on parle derrière le dos. Je me suis senti disparaître. Quand je l'ai confronté, il a nié. Il m'a regardé droit dans les yeux, et il a nié jusqu'à ce que je lui dise que j'avais tout lu. J'ai envie de tout casser. Le frérot, il est tétraplégique. Comment il fait pour être un coureur de jupons comme ça? C'est grave. À l'abonné qui m'a envoyé cette histoire. Descends du coude, ok? Je te montre la technique, tu lèves le coude comme ça, blessé, coup de boule, blé. C'est comme ça qu'il faut faire. Il la mérite pas, elle mérite 1000 fois mieux que cette enflure. Voilà, disons les termes. Abandonne sur une bordure d'autoroute. Voilà pourquoi il faut pas manger ces légumes. Non, les blagues handicapées, c'est mort, c'est pas possible. Mais bien sûr, Nef, on est tous avec toi. Nous, on t'aime très fort, nous. Nous, écoute bien, Nef. Nous, on marche. Je vous raconte la prochaine. J'ai rencontré Léa par hasard, à travers une amie qu'on avait en commun. Au départ, c'était juste une photo sur un écran. Son compte Instagram, un visage qui accroche tout de suite. Il y avait quelque chose chez elle qui donnait envie d'en savoir plus. Mon amie m'avait juste glissé qu'elle avait eu des problèmes d'addiction, rien de précis, mais rien qui, sur le moment, m'effrénait. Je suis pas du genre à juger sans connaître. On s'est ajouté, on a commencé à discuter et très vite ça a pris. Les messages s'enchaînaient sans effort, on parlait de tout, de rien, jusqu'à tard dans la nuit. Pendant 1 mois, sans même se voir, j'avais déjà l'impression de la connaître. Quand elle m'a dit qu'elle était en cure, j'ai encaissé son bronché. Je me suis dit que tout le monde pouvait se relever. Et quand on s'est enfin rencontrés, tout a semblé évident. C'était simple, fluide. On s'est embrassés comme si ça faisait longtemps qu'on s'attendait. J'étais dedans complètement. Puis il y a eu cette soirée. Elle devait voir un pote, rien d'inquiétant en apparence, mais j'ai senti un truc bizarre. Une tension que j'arrivais pas à expliquer. Je savais qu'elle devait pas boire, que l'alcool faisait partie de ce qui pouvait la faire replonger. On s'est embrouillé et elle m'a dit que c'était fini. Le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle avait couché avec lui. Tout s'est effondré d'un coup. Quelques semaines après, on s'est remis ensemble. Première erreur du frérot. Je le dis, première erreur du frérot. Mais pourquoi même? Voilà, je suis d'accord. Il y a eu des moments où tout semblait presque sain. Des repas, des fêtes, Noël passé ensemble. Je voyais sa famille, je m'intégrais à son monde. Mais au fond, je restais sur mes gardes. Puis il y a eu le 1er janvier. Mon téléphone a sonné, sa voix était différente, instable. Elle m'a dit qu'elle était pas seule, qu'elle m'avait trompé, pas une fois, plusieurs fois. C'était sûr, on ravale pas son vomi. Puis elle a continué. Les mots tombaient sans filtre, des années à se vendre pour de l'argent, à échanger son corps contre ce dont elle dépendait. Tout ce que je croyais savoir d'elle s'écroulait en direct. J'ai coupé les ponts, j'ai tenu quelques jours, puis j'ai craqué. Je l'ai rappelé. Elle a été internée en hôpital psychiatrique et malgré tout, je suis resté. J'ai essayé de l'aider, de la soutenir, de lui redonner un semblant de stabilité. Attends, je suis allé vachement vite là. On a tous compris pareil. La meuf du frérot, elle vendait ses services contre des substances illicites. On est d'accord, hein? Rien n'avait changé. Elle continuait les excès, les mensonges, les autres hommes. Je la suivis jusque dans ses cures. Je l'accompagnais, j'essayais de lui construire une sortie. Elle a quitté sa cure avant la fin. Je passais mes journées à essayer de la maintenir à flot pendant qu'elle sabotait tout. Elle jurait qu'il se passait rien, que j'inventais et que c'était moi le problème. Petit à petit, elle m'a fait passer pour quelqu'un de toxique auprès de ses proches. Je me reconnaissais plus. Puis un week-end, dans la voiture, tout a explosé. Elle m'a frappé pendant que je conduisais. Elle a renversé de la bière partout. Elle criait. Arrivée chez elle, elle m'a regardé et m'a dit qu'elle allait réinstaller des applications pour pas aller à d'autres. J'ai plus rien dit, il y avait plus rien à sauver. Je l'ai réveillée et je l'ai mise dehors. Ah, l'histoire, elle est chaud, là. Le frérot s'est pris pour son sauveur, mais vraiment, hein. Trop gentil, mais trop bon, trop con, hein. J'espère qu'il se protégeait et je le conseille de faire un bilan sanguin. Ouais, tu m'étonnes. Après, on sait pas, peut-être qu'il se protégeait, hein. Are you sure about that? Règle numéro 1, on peut pas faire confiance aux drogués, c'est dur, hein. En vrai, moi, j'essaye de pas juger, etc. Je parlais avec un gars qui prenait de la drogue très très dure. Il a arrêté, là, il était en cure. Mais en fait, même s'il avait arrêté, tu sentais que c'était marqué sur son corps qu'il prenait des trucs durs, quoi. Ok, alors je sais pas ce que c'est cette histoire, mais les gars, j'espère que vous êtes prêts, hein. On était ensemble depuis presque 9 ans. Une maison en location, un enfant, des habitudes installées, des projets qui semblaient tenir debout. Rien d'extraordinaire, hein, en soi, mais quelque chose de stable, de concret. Je pensais qu'on avançait dans la même direction. Tout a commencé le 7 novembre. Un détail au départ.
tard, un paiement sur le compte, un hôtel. Ah, les paiements hôtel, moi c'est red flag, direct, je le dis. Un hôtel. Juste après une soirée où elle m'avait dit avoir bu plus que de raison. Sur le moment, j'ai essayé de ne pas m'emballer, de rester rationnel, de me dire qu'il y avait une autre explication simple. Mais quelque chose s'est fissuré. Quelques jours plus tard, elle s'est endormie à côté de moi. Son téléphone était posé près d'elle, je l'ai pris pour le brancher, presque machinalement. L'écran s'est allumé. Un message est arrivé, elle dormait depuis au moins 1 heure. Je sais pas ce qui m'a poussé à aller plus loin. Peut-être ce doute qui me lâchait plus depuis l'histoire de l'hôtel. J'ai cherché, j'ai trouvé. 3 conversations cachées, 3 hommes différents. Son ex et 2 autres qu'elle m'avait toujours présentés comme de simples amis. Les échanges remontaient à longtemps, bien avant novembre, depuis des mois, presque 2 ans, tous les jours. 2 ans? C'est beaucoup 2 ans, hein. Il savait quand je partais travailler, à quelle heure je rentrais, il connaissait nos habitudes mieux que moi. Je faisais défiler les messages sans vraiment respirer. Des appels aussi, les week-ends où je partais voir ma famille, ceux où elle préférait rester à la maison. Des appels vidéo en pleine nuit, 3 heures du mat, pendant que je pensais qu'elle dormait. Avec son ex, c'était encore pire. Les messages étaient explicites, dérangeants, tout était enregistré, détaillé comme si leur relation n'avait jamais vraiment cessé. C'était avec l'homme qui l'avait emmenée à l'hôtel. Elle m'avait dit qu'elle y était allée seule en voiture. Et dans une discussion avec sa sœur, j'ai vu la vérité. Elle mentait depuis le début. Je savais plus quoi penser ni quoi ressentir, juste ce vide qui s'installait. Puis 15 jours avant Noël, elle est partie. Elle m'a laissé là, avec notre enfant, avec la maison et avec tout ce qui restait. Elle disait avoir besoin de temps, voir si je lui manquais, prendre du recul, mais moi je savais déjà. Ça faisait 2 ans qu'elle menait une autre vie en parallèle de la nôtre. Les messages tournaient en boucle dans ma tête, les appels, les nuits où je pensais qu'elle était seule, les week-ends où je partais confiant. Je revoyais tout différemment. Et une idée revenait sans cesse. Notre maison, notre lit, tout ce qui avait été à nous, je me demandais combien de fois ils étaient venus ici, combien de fois tout s'était passé sous mon nez sans que je vois rien. J'avais pris des captures d'écran, tout gardé. J'ai essayé de lui parler, elle m'a donné plusieurs versions, 3 histoires différentes, aucune ne tenait vraiment. Aujourd'hui, elle est partie, elle vit ailleurs, elle continue sa vie et moi je suis resté avec ce qui reste de la mienne. La maison est devenue trop chère à assumer seule. Tout ce qu'on avait construit est en train de disparaître morceau par morceau. Je passe mes journées à faire semblant de tenir et mes nuits à revivre chaque détail. J'arrive toujours pas à comprendre comment ça a pu m'échapper aussi longtemps, ni comment on peut partager 9 ans avec quelqu'un et ne jamais vraiment la connaître. Ça fait mal. 3 gars différents, 2 ans. Ça fait beaucoup là, non? 3 gars. Il y a 3 trous. À l'aide. En vrai, est-ce que t'es plus triste s'il y a 3 relations que s'il y a qu'une seule? C'est pire, 3 c'est une dinguerie. Ouais, mais déjà 1 ça fait très mal. 3, est-ce que ça multiplie par 3 la douleur? Je sais pas. Hein. Déjà, je trouve que gérer une relation, c'est pas facile. En avoir une deuxième secrète, oh, quel enfer. En avoir 3 secrètes. Ok, je vous raconte l'histoire d'un autre frérot. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. 4 ans à construire quelque chose qui ressemblait à une famille. 2 enfants avec elle, un 3e d'une autre relation que j'avais élevé comme le mien depuis qu'il avait quelques mois à peine. Je faisais aucune différence. Pour moi, c'était aussi mon fils. C'est beau. C'est beau. Quelqu'un qui prend en charge l'enfant d'un autre et qui le considère comme le sien, moi je trouve que ça s'applaudit. Avec le temps, on s'était organisé comme on pouvait. Les nuits étaient devenues compliquées à cause de mes ronflements, alors j'ai quitté notre chambre. Ça devait être temporaire. Ça a duré 1 an. Malgré ça, je continuais d'y croire. Je l'emmenais à Disneyland, on partageait encore des moments forts. Un jour, elle m'a même demandé en mariage. J'ai accepté, mais j'ai préféré attendre avant de concrétiser. Et j'ai bien fait. Les 6 derniers mois, elle sortait de plus en plus. Elle me disait qu'elle voyait les collègues de sa mère. Toujours des femmes d'après elle, mais à chaque fois, c'était un homme qui venait la chercher. Elle avait une explication toute prête. Le fils de l'une de ses collègues. Sa femme devait les rejoindre plus tard. Je sentais que quelque chose clochait. Il a dit il y avait que des femmes, et là c'est un homme qui vient le chercher, et même si sa femme elle le rejoint plus tard, ça reste quand même un homme à la soirée, je sais pas. Ça sent la douille, ça sent la douille. Je me taisais, je serrais les dents, on avait 3 enfants en bas âge. 4, 3 et 1 an. Je travaillais beaucoup, je me disais qu'elle avait besoin de souffler. Alors je laissais passer, jusqu'au 9 mai. Ce jour-là, je suis parti du travail plus tôt sans la prévenir. En arrivant dans la rue, j'ai vu une voiture. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était celle du fils de la collègue. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je me suis approché de la maison, la porte était fermée à clé. J'ai sorti la mienne, les mains tremblantes et j'ai ouvert la porte. À l'intérieur, un bruit. C'était le store de la porte-fenêtre. Je me suis précipité vers le jardin. Et là, je l'ai vu. Un homme qui courait dans ma cour pour s'enfuir. Et derrière moi, elle, debout, presque nue, à peine couverte par un peignoir. Tout s'est figé en 1 seconde. Puis j'ai couru. Je l'ai rattrapé, je l'ai chopé et je l'ai ramené à l'intérieur. Et ils ont nié, tous les deux, en me regardant droit dans les yeux. Ils disaient ne pas se connaître. Il est pris en flag. Il nie. Je l'ai mis dehors. Mais ça s'arrêtait pas là. Je suis ressorti. Il avait même pas pris sa voiture. Il était parti à pied tellement il était paniqué. Je l'ai retrouvé. Je l'ai confronté à nouveau et j'ai menti pour le faire parler. Et ça a marché. Tout est sorti. Je suis rentré chez moi. J'arrivais plus à me contenir. J'ai regardé ma femme et j'ai su que c'était terminé. Je suis parti avec mes 2 enfants. Les miens. Le 3e, j'avais pas le droit de l'emmener. Administrativement, j'étais rien pour lui. Quand je lui ai dit que je partais, elle m'a répondu froidement que de toute façon, j'étais pas son père. Ces mots m'ont tué. Je repensais aux nuits où je lui préparais ses biberons, à tout ce que j'avais fait pour lui, à tout ce que j'avais donné. Et en une phrase,
phrase, tout était effacé. Depuis, je suis seul avec mes 2 enfants et avec ces images qui me quittent pas. La porte, le bruit du store, l'homme qui court, son regard, ses mensonges, tout tourne en boucle. J'ai l'impression d'être resté bloqué à cet instant précis, comme si une partie de moi n'était jamais vraiment sortie de cette maison. Je le connais pas, il est juste tombé tout nu sur moi. Je te jure, c'est une folie. Le gars, il courait à poil dans mon jardin. Je le chope, je le ramène à la maison. Ma meuf, elle est aussi à poil. Ils se disent, oh, je connais pas. Ah, les gars, c'est double descente du coude là. C'est comme ça, hein. Oula. La meuf, c'est l'ingratitude. En plus, elle dit, t'es pas son père, t'es rien pour lui. Aïe. Je vous rassure, les gars, les femmes bien, ça existe quand même. Évidemment, les gars, on ne fait pas d'amalgame. T'as pas une belle histoire dans ce bordel, hein, vraiment. J'ai envie de regarder des images de chatons, là. L'avant-dernière. Allez, j'ai toujours été quelqu'un d'assez à part. Depuis petite, on me voyait comme la fille un peu bizarre. Pas dans le mauvais sens, mais différente. J'ai des amis, certains depuis très longtemps, mais je me suis jamais attaché complètement. J'ai toujours vu les relations comme des passages. On partage un moment, on avance ensemble, puis chacun évolue de son côté. Et ça m'a jamais dérangé. Mais malgré ça, j'ai toujours eu cette idée en tête que j'étais faite pour quelqu'un. Et que le jour où je le rencontrerai, je le saurai. Le temps a passé, j'ai eu des relations sérieuses, j'ai eu 3 enfants avec un homme avec qui j'ai construit une partie de ma vie, puis on s'est séparés. Je me suis dit que cette histoire de bonne personne, c'était pas pour moi, alors j'ai continué ma vie comme ça. Quelques années plus tard, je me suis mis en couple avec un ami de longue date. C'était simple, stable, on s'entendait bien, on a même eu un 4e enfant. Il me connaissait, il savait que j'avais besoin de liberté, que je fonctionnais pas comme tout le monde, et ça lui posait pas de problème. Si les 2 parties sont d'accord pour une relation libre, ouverte, j'ai rien à dire. On était tous les 2 sur des sites de rencontres. Et un jour, je suis tombé sur lui. Au début, c'était juste des messages. Puis ça a pris de plus en plus de place. On a parlé pendant plusieurs semaines avant de se voir. Et le jour de la rencontre, ça a été immédiat. Un regard, et j'ai su. C'était exactement cette sensation que j'avais toujours imaginée. Une évidence. On s'est rapprochés très vite, beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. On passait du temps ensemble sans forcément aller jusqu'au bout au début. Des restos, des balades, des discussions tard le soir. Puis on a fini par franchir le cap. Et à partir de là, j'ai pris de plus en plus de place dans sa vie. Presque autant que sa copine. C'est là que j'ai compris. J'étais la maîtresse. Il m'avait jamais menti là-dessus, il m'a jamais dit qu'il allait la quitter, et au contraire, il parlait d'elle avec respect. Mais moi, je suis resté quand même. Dans ma vie, il existait vraiment. Je le cachais pas, les gens autour de moi savaient qu'il y avait quelqu'un, et avec le temps, quelque chose a changé chez moi. Pour la première fois, j'ai eu envie que ce soit exclusif, de ne plus partager, de l'avoir juste pour moi. Je lui en ai parlé, il a essayé de faire des efforts, de me donner plus de place, même s'il était toujours en couple. On continuait comme ça, dans une situation un peu bancale, mais qui fonctionnait malgré tout. Jusqu'au jour où tout a basculé. J'ai fait un test de grossesse. Il était positif, et je me suis retrouvé seul face à ça. Y a rien qui va dans cette histoire. Que des problèmes. Solution, le trouble, bah non, même pas. Parce que je crois que la meuf du gars, elle est pas au courant, et que le mec, il s'en fout. Du coup, 5 enfants, la cousine, elle a pas chômé, hein. Mais après, elle est open. Mais là, elle voulait quelque chose d'exclusif, alors que lui, il était exclusif avec une autre. Et son autre gars, il en est où, du coup? Son pote avec qui elle a eu son 4e enfant, c'est Tcha ou... Je sais pas. Y a rien qui va dans cette histoire. Dans toutes ces histoires, moi, je trouve qu'on pense jamais aux enfants. C'est vrai. Moi, j'ai hâte que dans 15-20 ans, les enfants, ils écrivent leur histoire sur Reddit. Comme ça, je les relirai comme ça. Et on aura leur réaction. Ok, vous êtes prêts ou pas? C'est la dernière histoire. Après, j'ai besoin d'une pause émotionnelle. J'étais ami avec elle depuis longtemps. Une présence familière, quelqu'un qui faisait déjà partie de mon quotidien. Puis elle s'est mise en couple avec mon meilleur ami. À partir de là, on s'est encore plus rapprochés. On se voyait encore plus souvent, on parlait beaucoup, trop peut-être. Il y avait une proximité qui dépassait ce qu'elle aurait dû être. Mais je faisais semblant de pas la voir. Ça commence bien, ouais les gars, ça commence bien. Un jour, elle m'a proposé un jeu. Raconte-moi une blague. Rien de sérieux. Je me suis prêté au jeu, et quand est venu son tour, elle m'a regardé et elle m'a dit qu'elle m'aimait. Puis elle a ajouté que c'était pour rire. Trop marrant. Trop marrant la vanne. Quelques jours plus tard, elle m'a demandé de l'accompagner visiter un proche à l'hôpital. J'ai accepté sans réfléchir. Après la visite, je l'ai raccompagnée chez elle. Le soir, elle m'a écrit. Elle disait qu'elle avait aimé être avec moi, qu'elle avait envie de m'embrasser, mais qu'elle avait pas osé. Je savais ce que ça voulait dire. Tu m'étonnes, ouais, que tu savais ce que ça voulait dire, mon frère. J'aurais dû arrêter là, mais j'ai répondu. Je lui ai dit que la prochaine fois, elle n'aurait qu'à le faire. Oh, le faux pas du frérot. Oh, le faux pas du frérot. Elle sort avec son meilleur pote. Descendre du coude en cours de téléchargement. Donc je lui ai dit que la prochaine fois, elle aurait qu'à le faire. Elle m'a proposé de se revoir le lendemain pour reprendre là où elle s'était arrêtée. J'ai accepté. Elle est venue tôt, presque au lever du jour. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit qu'elle était venue juste pour ça. Juste pour m'embrasser. J'ai rien dit. Je l'ai laissé s'approcher.
Et tout a basculé. À partir de là, on n'a plus vraiment contrôlé quoi que ce soit. On s'est laissé emporter, comme si le reste n'existait plus, et on a couché ensemble. Comme si mon ami n'existait plus. Le soir après son départ, quelque chose a commencé à remonter. Un malaise, des pensées que j'arrivais pas à ignorer. Mon téléphone a vibré. C'était elle. Elle voulait recommencer dès le lendemain. Dans mon esprit tout étriqué, je me suis convaincu que c'était pas une vraie relation, que ça pouvait s'arrêter à tout moment, donc que ça comptait pas. Alors j'ai accepté. Les jours ont passé, puis elle m'a annoncé qu'elle avait quitté mon ami. Je me suis dit que, du coup, peut-être on pouvait construire quelque chose de réel. Mais un jour, elle est revenue vers moi avec une autre nouvelle. Elle était enceinte. Je suis resté figé. Tout ce qu'on avait fait m'est revenu d'un coup. Chaque moment, chaque décision, je lui ai demandé ce que ça voulait dire pour nous. Et là, elle a hésité. Elle m'a parlé de mon pote. Elle m'a demandé ce que les autres allaient penser, puisqu'elle était toujours officiellement avec lui. J'ai pas compris. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'avait dit, qu'elle avait mis fin à leur relation. Elle m'a regardé et elle m'a dit que non. Elle avait menti parce qu'elle aimait encore, mais qu'elle me voulait aussi. Et à ce moment-là, tout s'est écroulé. Elles sont grave fécondes, les infidèles. Je serais jamais capable de fréquenter le partenaire d'une amie. Je ne comprends pas comment tu peux faire ça sans remords. Non, moi je suis d'accord. Tu sors avec un de mes potes, c'est fini. Je veux plus rien avoir à faire avec ça. Pourquoi tu juges les gens? Parce que c'est mon taf. Une histoire bonus. Vous avez de la chance. Ça va paraître bizarre, mais notre première rencontre, c'était à la maternité. On est nés le même jour, de la même année, à 4 minutes d'écart. Là, tu te dis, ça commence comme un conte de fées. Ils sont faits pour finir ensemble. Oui, c'est ce que je me suis dit, effectivement. On a passé notre vie ensemble de la maternelle jusqu'au lycée. On s'est mis ensemble pendant notre année de terminale. Elle a eu son bac, et moi non. Du coup, je suis allé travailler. On se voyait tous les jours, que ce soit en cours ou en dehors. On avait tellement de points communs que j'avais l'impression qu'on a été créés pour vivre ensemble. On est restés 5 ans ensemble. On a passé nos meilleurs moments ensemble. Elle a rencontré mes amis les plus proches. On formait une grande famille. Et puis un jour, elle m'a annoncé qu'elle voulait faire son master à l'étranger. Pour moi, aucun problème. Avec la connexion qu'on a, c'est pas la distance qui allait poser problème. Du coup, elle est partie. Je l'ai accompagnée à l'aéroport. Elle est montée dans l'avion et c'est la dernière fois que je la voyais en vrai. Je le sens mal. Les mois passent et elle est de moins en moins bavarde. Elle me met des vues et parfois même des remis de plusieurs heures. Je me dis c'est pas grave, elle est occupée. Un jour, arrivé de nulle part, un long message de sa part. Les pavés qui font mal, j'en reconnais ça, je reconnais. Arrivé de nulle part, un long message de sa part qui dit qu'elle a du mal à vivre la distance, qu'elle n'arrivera pas à continuer comme ça et qu'elle veut qu'on s'arrête là. J'en reviens pas. Après toutes ces années passées ensemble, elle met fin à la relation avec un simple SMS. Je fais ma vie, j'essaie d'oublier tout ça, même si c'est très dur. Quelques années après, j'apprends qu'un de mes amis va se marier. Moi, trop content pour lui, j'y vais, logique. Arrivé là-bas, je rentre dans la salle et là je vois que c'est elle la mariée. T'imagines, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en pleurs à l'aéroport et maintenant je la vois en robe blanche en train de faire un slow avec mon prétendu ami. T'es resté jusqu'au slow? Mais je serais parti, ces gens-là, c'est des inconnus. Ton ex qui te l'a comme une merde et ton pote qui se marie avec ton ex, comme s'il savait pas que c'était ton ex. Je serais parti depuis longtemps. J'ai pris mes potes à part et je leur ai dit, c'est soit vous me sortez de la salle, soit je casse tout. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Et c'est ce qu'ils ont fait, Dieu merci. Descendre du coude dans le gâteau des mariés. Pourquoi s'arrêter au gâteau quand on peut faire une descente du coude dans les mariés? On devrait enlever des points de vie aux traîtres, les gens y penseraient 2 fois, voilà, exactement. Je sais pas si tu veux rester anonyme dans la vidéo, mais en tout cas, le frérot qui a envoyé l'histoire fait des gros bisous. De toute façon, elle va se faire tromper. Voilà, je le dis. En tout cas, je souhaite remercier les frérots et les sœurettes qui m'ont envoyé leurs histoires. Merci pour les travaux, merci pour le divertissement. J'espère que vous allez tous très bien. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent que je raconte leurs histoires dans une autre vidéo future, envoyez-moi un mail, un MP sur Instagram, Discord, TikTok, on s'en fout. Pour celles à qui j'ai raconté les histoires, j'espère ne pas avoir trop défiguré l'histoire. J'ai essayé de la garder le plus clean possible et j'espère que vous avez apprécié quand même. Force à vous, on vous aime très très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le référencement, lâcher un like, vous abonner, activer la cloche, lâchez les boosts si vous voulez. On est en live tous les vendredis soirs à 22h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Vous êtes tous très très beaux. Mouah.